Marie-Christine Barraud, Christelle Roboul, bonjour. Bonjour. Je commence d'ailleurs avec ce sourire. On vous sent toutes les deux heureuses, non seulement de vous retrouver, parce qu'on vous avait déjà vu à Grignan, rencontré, mais aussi heureuses tout simplement d'être ici, à Grignan, pour ce festival de la correspondance. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Pourquoi tout le monde dit, beaucoup disent qu'il est indispensable ce festival, en tout cas qu'il est différent? Ah oui, ça il est très différent, il est exceptionnel, il est unique, puisque ce principe de lecture entre la lecture très intime que l'on peut faire chez soi et l'acte théâtral, eh bien il y a Grignan, voilà. C'est entre le jeu, c'est une incarnation et pourtant on a une certaine distance puisqu'on a le texte en main, voilà. Et cette distance-là permet une espèce de magie propre à Grignan. Même chose, Marie-Christine? Mais il y a le lieu d'abord. Je veux dire qu'à chaque fois qu'on arrive, et à chaque fois, même quand on vient tous les ans, quand on arrive et qu'on voit pour la première fois le château, là-haut, qui domine tout le département, le champ de lavande et tout, on a un coup au cœur. La première fois, je n'ai pas cru ce que je voyais. Et chaque année, ça me refait la même chose, comme si c'était la première fois. Et puis cette idée de Madame de Sévigné, quand même, qui est venue ici, qui a écrit ici et puis qui a eu des rapports quand même très forts avec sa fille. Tout ça, c'est très très cohérent. On comprend pourquoi l'idée est venue aux organisateurs de faire un festival de correspondance à Grignan. Ça a du poids et ça a du sens. C'est un festival qui est d'autant plus magique que ce soir, quelque part enfin, on va connaître les réponses faites par la fille de Madame de Sévigné, des réponses qui ont été brûlées, qui ont disparu définitivement. Mais quelque part, la magie de la mise en scène du festival de l'écriture fait qu'on va découvrir. Ça aussi, c'est un des événements du festival ce soir. Ah oui, et puis c'est surtout grâce à la magie de Françoise Hamel. Exactement. qui a écrit donc les réponses de la comtesse de Grignan, donc la fille de la marquise. Mais elle les a écrites, d'abord ça fait déjà un moment qu'elle travaille sur le sujet, puisqu'elle a écrit un livre là-dessus qui est paru il y a plus de 20 ans. Et elle a pas inventé, elle a vraiment été puisée dans les lettres même de Madame de Sévigné, les lettres de sa fille, qui est induite par les lettres de sa fille. Donc c'est vrai que le ton est un petit peu différent peut-être, mais d'abord c'est très très bien écrit, parce qu'elle écrit très très bien. Et puis on sent quand même une véracité, c'est pas une invention. C'est pas une subjective. Qu'allons-nous découvrir que nous ne savions pas sur le rapport entre ces deux femmes? Bah écoutez, on n'arrête pas d'avoir des conversations là-dessus parce que tout le monde n'est pas d'accord. Quand même, moi, ça fait déjà un long moment que en m'intéressant à Madame de Sévigné, qui par ailleurs que je considère comme un génie absolu dans la richesse de son écriture et de sa pensée et de son intelligence. Mais en même temps, depuis que je suis petite, on m'explique que l'amour de Madame de Sévigné pour sa fille est un amour absolu, magnifique, extraordinaire, exemplaire. Moi, ça fait un moment que je m'en méfie en disant quand même, elle est bien possessive, elle est bien intrusive. Et est-ce que c'est ça l'amour d'une mère? Alors, on me réplique que c'était l'époque. Bon, je pense que ce soir, les gens vont pouvoir avoir une pensée personnelle par rapport à ça. Exactement. Parlez-moi de Christelle, Marie-Christine. Oh, ma chérie, en sa présence. Ah oui. Alors, on a la chance que ça fait déjà un moment qu'on travaille ensemble. On a fait un spectacle qui nous a quand même bien occupés pendant de longs mois, voire même années. Entre Sarah Bernard qui interprétait Christelle et Georges Sand, dont je suis par ailleurs la réincarnation, il faut qu'on le sache. Donc c'était un très très joli dialogue et on a été très 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 heureuses de jouer ensemble. Mais très heureuses, vraiment. Et depuis ce temps-là, il y a une grande amitié qui nous relie, de femmes, d'actrices certes, mais de femmes. Et malgré notre grande différence d'âge, j'ai un côté un peu maternel avec toi et toi un peu filial avec moi. Oui. Là, je vois bien ici, je profite d'elle, elle fait tout pour moi. Mais là, je vais te chercher ça, non, je vais te chercher, non, t'en occupe pas. Je les appelle et tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire à partir de demain qu'elle sera plus là? Non, on a quand même beaucoup de... Je ne sais pas si on a des choses en commun, mais on a quand même une manière de voir la vie qui
assez fusionnel quand même, les enfants, l'amour du métier qui à la fois nous prend totalement, mais en même temps avec légèreté. Enfin. Oh, ta légèreté m'aide. Tu me montres la voie de la légèreté. Et c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai qu'en vieillissant. On peut prendre de la distance avec le métier, de la hauteur, comment on peut appeler ça? Légèreté n'est pas distance. Hein. La distance, on s'éloigne. La légèreté, on est dedans et on enlève une espèce de pesanteur qui fait que la gravité des choses, la profondeur des choses est là, mais avec légèreté. Et je pense que c'est vrai qu'en vieillissant, c'est quelque chose qu'on peut vraiment développer. C'est la meilleure manière d'être dans le grand âge, c'est d'acquérir et de garder cette légèreté et d'en faire profiter son environnement. Ah ouais. Et moi je pense que même si cette légèreté, on pouvait la ressentir et la vivre de tout temps, même dès sa jeunesse, passer une vie légère, c'est pas mal ça aussi. Oui, mais on peut commencer, on n'est pas obligé d'y arriver tout de suite, mais on peut déjà une quête, en tout commencer à rentrer dans cette vérité-là. Oui, c'est une vérité, parce que c'est la vérité. Ah oui, en tout cas une très belle. Puissante. Et par rapport au métier, parce que vous voyez par exemple en ce moment, je répète une pièce que je jouerai seulement dans plus d'1 an sur la justice restaurative. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était le très beau film de Jeanne Herry, Je verrai toujours vos visages. On travaille énormément sur des improvisations, sur des rencontres avec des vraies personnes qui ont traversé la justice restaurative, qui ont été des victimes, qui ont été même des auteurs de crimes. Et on est 10 acteurs. Il y en a 9 qui rentrent chez eux le soir, pesants et appesantis par ce qu'on a vécu dans la journée, qui le lendemain, quand on fait ce qu'on appelle la météo, disent « Oh là là, j'ai eu du mal à dormir, tout ce qu'on s'est dit hier, tout ce qu'on a vécu hier. » Et il y en a une... J'ai passé une super soirée, j'ai vu mes amis, on a fait ci, on a fait ça. Et ils éclatent de rire à chaque fois. Et ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à ce qu'on fait. Ça veut dire que je ne me laisse pas enfoncer dans cette... C'est du spectacle qu'on fait, même s'il y a une réalité derrière qui existe. Mais c'est pas parce qu'elle existe. Mais non seulement le plaisir, mais arriver à être à la fois dedans... Et puis en sortir. Dehors, parce que moi, je leur explique que moi, je fais un cercle autour de moi, puis à l'intérieur, je dis voilà, le rôle, il est là, mais quand c'est fini, je fais un pas et je sors du cercle. Il faut arriver quand on est acteur, surtout quand on commence à jouer des rôles, et Dieu sait que tu en joues aussi des rôles quelquefois très lourds à porter. On les ramène pas à la maison. Non. Et c'est ça que je trouve assez jubilatoire, mais il faut se battre pour ça. Combien d'acteurs vous expliquent « Ah, j'ai joué Richard III. Si vous saviez, ma famille ne me supportait plus, j'étais Richard III, la nuit, le jour. » Oh, mais non. Ça me fait rejoindre la thématique de tout le festival cette année, cette notion de temps. Quel est votre rapport avec le temps? Est-ce que vous faites partie de ceux, j'en doute, qui disent « c'était mieux avant » ? Oh non, cette fameuse phrase. Non. Enfin, si jamais je le dis, c'est pour des choses vraiment très, très artificielles de la vie quotidienne. Et encore, si, j'explique régulièrement que quand j'ai commencé à prendre le train à 20 ans, les trains arrivaient à 11h42, pas à 43. Et qu'aujourd'hui, s'ils arrivent dans les 11h, on est content. Voilà, là, et les gens me regardent en disant « Mais c'est vrai, c'était comme ça ?» Puis je dis « Oui, c'était comme ça. » Et il n'y avait pas d'ordinateur, c'était simplement des chefs de gare qui levaient leur drapeau, qui disaient « Chut !» Le train partait et il arrivait à l'heure. Bon, mais il y avait aussi beaucoup de choses qui ne marchaient pas du tout à l'époque. Non, je ne suis pas de ce genre-là. Moi, je pars du principe que le temps n'existe pas. Le temps, c'est un petit rangement que les êtres humains font pour essayer de s'organiser par rapport à leur organisme, au quotidien. Mais le temps, ça n'existe pas. Regardez, quand on est vieux, dans la même journée, on a tous les âges. Tous les âges. Et quand on est jeune, on n'a pas tous les âges, parce qu'effectivement, on ne sait pas ce que c'est encore que d'avoir 80 ans. Mais quand on a 80 ans, aujourd'hui aussi bien, on a 7 ans, parce que tout d'un coup, on joue avec un enfant, on a 15 ans, 16 ans, parce qu'on est avec une jeune fille amoureuse, et on sent très bien toutes ces choses, tous ces strates qui sont en nous, mais ils sont là. Celui qui a le mieux expliqué tout ça, c'est Tchekhov quand même. Hein. Quand vous jouez une pièce de Tchekhov, le temps n'existe pas. Il s'allonge, il se rétrécit. Moi, je pense que le temps, vraiment, c'est une invention des hommes qui ne peuvent pas imaginer l'éternité, donc ils sont bien obligés de faire des cases, des petites cases. Parlez-moi de Marie-Christine. Eh bien, écoute, j'ai envisagé être ta fille, ça me plaît.
Oui, ça me plaît parce que tu sais transmettre, en tout cas tu m'as transmis tellement de choses sur l'actrice, mais aussi sur la femme que j'essaie d'être. Tu es quelqu'un d'extrêmement lumineux et cette lumière tu aimes la partager, tu aimes l'offrir parce que ce sont des cadeaux que tu fais, des cadeaux, le cadeau de ton écoute très profonde, très précise et également très vive. Voilà, tu as une vivacité qui fait que on peut passer d'une chose à l'autre en un éclair. Et je rejoins tout à fait ta définition du temps avec toi. Quand on est à tes côtés, tout d'un coup, il n'y a plus de temps. C'est-à-dire que, je sais pas, on vit, c'est un jaillissement. Voilà ce que je ressens de toi, chaque fois que je suis à côté de toi. Tu me régénères. Je suis remboursée par la sécurité sociale. Qu'ajouter à cela ? Je voulais conclure avec l'avenir très proche. Puisque vous êtes sur la route d'Avignon, même si vous y êtes déjà ces derniers jours, avec ce rôle de Marc Gauthier. Ouais. C'est oui. l'effet Mathilda, c'est l'invisibilisation des femmes, et particulièrement des femmes dans la science. Ouais. Marc Gauthier, elle a vraiment été victime de ça. Mais heureusement quand même, elle a vécu assez tard, elle a vécu jusqu'à 97 ans et 10 ans avant sa mort, elle a quand même été reconnue officiellement. Mais c'est pas fini. La Fondation Le Jeune nous a envoyé les huissiers récemment, là, la semaine dernière. Incroyable. Voilà, parce qu'ils veulent encore expliquer à quel point le jeune, ils voudraient qu'il soit béatifié par le pape. Alors évidemment, ça fait mauvais effet de dire qu'il a volé les recherches et les résultats de Marc Gauthier. Mais on n'est pas inquiet. Hein. On n'est pas inquiet. Le dossier est vraiment très serré, très bien. On va être défendu par un très bon avocat. Mais en tout cas, moi, je suis contente de penser qu'on rend hommage à cette femme exceptionnelle. Non seulement sa recherche et sa découverte des chromosomes responsables de la trisomie 21, mais toute sa carrière, parce qu'elle ne s'est pas laissée abattre à partir du moment où elle a vu que elle n'aurait pas le respect qui lui était dû par rapport à son travail puisqu'il avait été volé. Elle est devenue une très grande pédiatre et elle a sauvé énormément d'enfants de problèmes cardiaques et de nourrissons. Elle a énormément d'enfants qui lui doivent la vie, donc elle n'a pas perdu sa vie du tout, mais enfin elle a été blessée comme grand nombre de femmes dans tous les domaines, et particulièrement les domaines scientifiques. Et vous savez que les 72 noms de femmes qui enfin vont être accolés aux 72 noms d'hommes qui sont sur la Tour Eiffel, c'est seulement maintenant qu'on se rend compte que 72 hommes c'est bien, mais pas une femme, c'est quand même bizarre. Donc il va y avoir 72 noms de femmes, et bien entendu Marc Gauthier sera dans les 72. Et combien de noms de femmes ont définitivement disparu oui. Oui, mais enfin on y travaille, regardez, très régulièrement on ressort une femme qu'on avait oubliée. Heureusement notre époque est quand même assez curieuse. Oui, Projet, envie. Projet. Alors moi j'ai écrit une adaptation d'un Bernanos. Extraordinaire. Ça je vous dis extraordinaire. J'espère qu'on va la revoir. Oui, on va la revoir. C'est un roman très peu connu de Bernanos, le moins connu, un roman policier qui s'appelle Un mauvais rêve. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir le créer, mise en scène par Anne Bouvier, à l'Espace Bernanos à Paris, et on va le reprendre en novembre. Voilà. Wow. Ça fait beaucoup d'actualité. Elle est exceptionnelle dans cette pièce. Elle m'a bluffé. Et Dieu sait que j'ai confiance en toi, mais là tu m'as bluffé. Parce que c'est un rôle exceptionnel quand même, qui comprend toutes les femmes de la Terre, de la meilleure à la pire. Exactement. Ah ouais, c'est une œuvre magistrale en fait. Il y a du Pirandello, il y a du roman policier, il y a de la métaphysique, il y a une œuvre qu'on peut prendre par plusieurs entrées, qu'on peut comprendre. C'est un kaléidoscope un peu, c'est un objet. Et je suis très bien accompagnée par Olivier Clavry et François Nambeau. Voilà, c'est un trio. Et on cherche, Bernanos trifouille comme ça l'âme humaine jusque dans sa noirceur, dans l'ombre, l'opposé de Marie-Christine, l'opposé de la légèreté. Et c'est étonnant parce que plus on fouille cette ombre, plus on la montre sur scène, plus on voit que c'est
c'est du vent. Donc nos peurs seraient du vent, voilà. Regardez, du vent. Exactement. Grâce à l'éventail de La radio du cinéma, je m'évente. À propos de cinéma, à la rentrée, c'est à la rentrée que va sortir La vie d'une femme, Absolument, le 9 qui septembre, était à Cannes. qui était à Cannes. Dans Très beau film, Ouais. dans lequel... Yvette, je crois. Non, quel est votre prénom? Ah, je ne sais pas comment je m'appelle, je suis la maman de Léa Drucker, Ouais. qui commence et poursuit un Alzheimer. Et voilà, c'est pour ça que tu ne sais plus comment tu t'appelles. Mais je ne savais même pas que j'avais un nom. Mais souvent, il y a un nom qu'on ne nous dit même pas, parce Et je qu'elle sais. m'appelle maman, personne ne m'appelle par mon prénom. Non, on a perdu la notion du temps de toute façon, donc on est à Grignan. Merci infiniment. Merci et à vous. on a hâte d'y être ce soir, pour commencer. Merci. Merci.